Oui, donc le photographie n'a absolument aucune importance en elle-même. D'ailleurs, je me demande s'il le projetait chez lui, qu'est-ce qu'il en faisait, quoi. Quelle était la fonction de ces diapositives. Je m'intéresse plus particulièrement à la question de la fin de l'histoire et à cette idée selon laquelle l'histoire, l'historicité, c'est des notions, c'est des fictions locales, occidentales, qui n'ont plus aucun sens après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, venant ici, j'ai découvert ces incroyables archives dont j'avais une petite idée grâce à un autre chercheur qui s'appelle Boris Groys. Et j'ai découvert des dizaines de dossiers de diapos que Kojève soit achetait lors de ses voyages par le monde, soit faisait lui-même. Et comme tu peux le constater, toutes ces diapos s'équivalent. Il n'y a pas de singularité. Il s'agit précisément d'un répertoire comme ça qu'il opère à travers ses voyages, des monuments, des paysages, des cultures, et qu'ensuite, donc, voilà, il note, qu'il classe de façon extrêmement méthodique, et qui, d'une certaine façon, viennent attester sa théorie de la fin de l'histoire, puisque l'histoire, elle est désormais disponible, objectivée dans des milliers et des milliers de diapos, achevée. Et donc, la seule chose qu'on puisse faire, ce n'est pas de faire l'histoire, mais c'est de la contempler. Et de la contempler de façon, donc, comme un touriste. Mais c'est une histoire des monuments. Alors, ça peut être des monuments, ça peut être des paysages, ça peut être même de la botanique. Comme le disait Chris Marker, la culture, c'est une sorte de botanique de civilisation morte. Et donc, le cadrage, après tout, il est très conventionnel. Très, oui. Pas neutre, mais conventionnel, effectivement, sur la photo touristique de monuments. Où on a tout dans son ensemble, une petite branche d'arbre aussi. Absolument. Les petits détails qui... sont belles, ça, oui, carte Tout à postale. fait. Et après, donc, voilà, donc, ça commençait avec le Japon, l'Égypte, le Mali, l'Inde. Puisqu'effectivement, ce qui est saisissant avec Kojève, c'est que ce grand philosophe qui a aspiré à clore, en quelque sorte, et l'histoire et la pensée par son hegelianisme, il est devenu grand fonctionnaire international. Et d'une certaine façon, il s'est mis à... il est passé, en fait, de la théorie à la praxis, mais une praxis qui n'était pas créatrice d'histoire, mais d'administration du monde, de l'économie du monde. C'est pour cela que je trouvais que c'était intéressant qu'on discute ensemble de ça, parce que par rapport à tes films, c'est vraiment à l'opposé. Ici, nous avons des matériaux morts. Tous les dossiers, précisément, sont classifiés à l'excès, et c'est comme si l'histoire était saturée, comme si tout est justement d'une sérialité glaçante. Rien ne bouge, rien ne vit. Regarde ça. Chef-d'œuvre de l'art mexicain. Donc là, c'est les diapos, mais on a aussi beaucoup de boîtes avec des cartes postales qui craquent. Qui sont vraiment remplis de cartes postales. Et donc, là, au pif, l'Espagne, les États-Unis, tout est c'est Skyline from the Aquarium, Chicago. Tu vois, en plus, il n'était pas le seul, pendant ces années, après la Deuxième Guerre mondiale, à adopter cette approche de totalisation de l'histoire du monde des œuvres d'art, parce que précisément, il y a d'autres penseurs qui faisaient la même chose, et même d'autres artistes. Par exemple, Malraux, c'est intéressant de penser Kojève a un rapport voire en contradiction avec Malraux, parce que Malraux faisait la même chose, il totalisait le monde, les œuvres d'art, mais afin de les ressusciter. Toute son entreprise des musées imaginaires, c'était de créer de nouveaux rapports visuels et de ressusciter le passé, de les rendre, tu vois, présents. Alors qu'ici, tout est fossilisé.
Tout aussi en le surplombant et en le fossilisant. Absolument. Dans le même geste. Absolument, tout à fait. En le décontextualisant, en le déshistoricisant. Et ce qui m'intéresse précisément, c'est que toutes ces approches qui sont finalement assez différentes conduisent vers la même idée, qui est cette idée de la clôture de l'histoire. Donc que ce soit par le biais de la résurrection du passé grâce à la photographie, que ce soit par le biais de la classification des images reproductibles, touristiques, marchandises, de pures marchandises, finalement le résultat est le même. L'histoire en tant que contexte matériel, la singularité des lieux, etc., n'existe plus. Il y a aussi un peu une contradiction, non, parce qu'on voit bien que cette suite d'images, elle est infinie, donc cette espèce de fin de l'histoire, elle est déjà ratée dès le début. Oui, comment est-ce qu'on peut totaliser vraiment, oui, exactement. Voilà, donc c'est assez morne, mais je trouve que c'est d'une certaine façon un spectre qui nous hante aujourd'hui, tu vois, avec tous ces discours qui sont constamment revisités, soit par le postmodernisme, soit aujourd'hui avec l'anthropocène, etc., etc. Il y a toujours ce spectre qui vient nous hanter, tout est terminé, il n'y a pas de futur, l'histoire n'est pas possible, etc., etc. Et c'est en creusant un peu la préhistoire de cela que je me suis intéressée à ces choses-là. C'est assez fascinant. Enfin, le projet en soi, il est déjà une structure de pensée qui fait un peu peur. Oui, cristallisé comme ça, tout à fait. Mati Dieu. On a goût barrière di pêche bien que. Barrière et pont allemand. Pont allemand. Bon. Par exemple, dit pont ni pêche di. Pont d'arrêt si a. Donc il y a ti comme petit. Lumière. Donc moteur d'apini que donc pour il mal ba ga moteur pe ko. Donc déjà apini. Donc il y a pas tiens comment. Ben ta do fo ge ben moteur de couple. Yes, comme couple hélice. Donc il y a pas tiens comment peut-être on a le goût là on dit tout ce qu'on lit on a goût d'idée. Comme là bien on est le gars da ou bien que c'est bien. Et vous me commandez que jamana na ça jamana. Vous me commandez que bon na ça. Bon na me coqutina. Ça me pèse na lemen. Ayi di wa ke be le lo wa ke ne ye. Il m'a l'eau de paix jamana na baza. Il dit pas ça. Les Allemands. Le niveau sangade ne passe ma guya. Bon mais il niveau sangane jamana na ça. Mais na ça ka tu me so là on a pour que na et bateau français ne dia da. Ou ben non. Ben dia da ben dia ça non. Non. Ben di ka ben deb. C'est que lum là. Ben c'est que lum là deb. Donc il va bo y aller. Na pardon moi bis tout na kwa bi ni piep. Bo jack di. Bebo Charlie di bom. Be me ko bis mar bi ya nya sana ga di bi ada o. Na be wa. Donc wa ga ça bo tout na quoi. O di be me di e bus là ni donc me ko ne to si me di be l'ingul va di be bon. Be ni. Donnez le la Charlie. C'est pas côté Congo. Alors entre Congo na Cameroun là. Ni sangade. Sanga ya muti ya Congo na ya Cameroun. Kena nyen ci bena nyele. Ci be di jo ça cimetière allemand. Yann m'a dit qui est. Donc mais ne vous. Marie, je ne peux pas trouver un travail artistique qui se trouve plus à l'opposé de ce qu'on vient de voir aux archives de Kojève que les tiens. Donc, dans les archives de Kojève, tout est figé, tout est arrêté à jamais, tout est classifié. Et avec tes films, c'est vraiment, évidemment, une toute autre idée de l'histoire qu'on voit se dérouler, où précisément il n'y a pas des images mortes équivalentes, mais il y a des gens, énormément d'histoires qui sont racontées, qui sont montrées.
dans des lieux extrêmement spécifiques. Et donc, je pensais précisément à cette opposition qui est peut-être même trop schématique entre les archives figées et puis l'oralité qui vient irriguer tout ton travail. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie dans une idée de collecte de témoignages, de récits sur la période coloniale très particulière dans cette région, une période coloniale allemande puis française, très particulière dans une région forestière, d'exploitation des ressources naturelles, donc un petit peu différente de l'histoire qu'on connaît dans les centres urbains. Et donc, en faisant ces entretiens avec les habitants qui se souvenaient, de récits, enfin pas forcément, qui n'avaient pas forcément vécu directement, certains oui, mais c'était aussi plutôt l'histoire racontée, l'histoire, une perspective très subjective aussi, familiale, qui m'intéressait, et pas la perspective des historiens, que ce soit des historiens camerounais ou français d'ailleurs, mais la perspective des personnes concernées qui habitent sur place. Et donc très vite, en discutant avec elle et eux, m'était renvoyé un peu, donc moi quand je questionnais sur les dates, enfin un peu avec des questions un petit peu factuelles comme ça, et sur l'histoire, on me racontait volontiers, mais ce qui intéressait c'était le présent et aussi l'avenir, le futur. Et j'ai très vite compris que quand je demandais, mais bon, peut-être que je vais revenir faire un film, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous intéresserait? Mais évidemment, le film sur l'histoire n'intéressait absolument personne, et c'était vraiment un film sur le présent. Donc j'ai essayé de conjuguer, c'est un peu complètement changer le projet, et de regarder comment dans le paysage, dans les gestes, dans les activités, et dans les récits aussi quand même, comment l'histoire était là, mais vraiment au présent. Donc ça, c'était la contrainte de l'avoir affleuré tout en évoquant les difficultés, l'économie et les gestes d'aujourd'hui. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le présent se pose autrement, et qu'il est vecteur précisément de l'histoire, mais aussi que finalement on se retrouve un peu, parce que nous aussi, de notre côté en Occident, on évoque la même question de l'histoire. Maintenant, l'histoire, elle a un sens pour nous si elle est aussi porteuse du présent. Et de cette façon, par ton travail, tu viens précisément neutraliser cette opposition qui a construit toute la pensée coloniale, y compris par les sciences humaines. Le projet, par exemple, au début s'appelait Vert Monument, vert comme la couleur verte, parce que vraiment l'objectif que je m'étais fixé, c'était aussi un objectif cinématographique avant tout. Je ne suis pas historienne, donc il s'agit bien de faire un film. Et donc pour moi, la question de cinéma qui se posait, c'était comment se passer et comment cette histoire, notamment coloniale, parce qu'évidemment l'histoire n'a pas commencé, n'est pas que coloniale, mais comment en tout cas l'histoire s'inscrit dans le paysage. Alors le paysage, c'est aussi certaines formes d'agriculture, ou qu'est-ce qui est cultivé, quel type d'arbres, et ça, ce sont aussi des traces de l'histoire. Parce que par exemple le cacao, la présence du cacao, ou la présence de telle ou telle même la rivière avec la pirogue, etc. Oui. La rivière sur laquelle on est, c'est la frontière entre le Congo et le Cameroun. Et c'était aussi une ligne de front pendant la Première Guerre mondiale, où les Allemands et les Français se sont battus, notamment sur ce fleuve. Moi, je m'attendais à une construction, et que en fait, ce pont, c'était un bouillonnement sur l'eau. Ce bouillonnement d'eau, en fait, indiquait que dessous, il y avait des pierres, qu'il y avait une différence de niveau du fond de la rivière, et qu'en fait, c'est les pierres qui affleuraient, et c'était le pont qu'avaient construit les Allemands. Donc, c'est des traces comme ça qui sont, pour les habitants, absolument évidentes, que moi, je peine à voir, en fait, parce qu'elles sont vraiment relativement subtiles et inscrites dans le paysage, mais que là-bas, à cet endroit-là, tout le monde connaît le pont allemand. Ce qui est très intéressant dans ton film, c'est qu'on est constamment dérouté. C'est-à-dire que au début, quand on suit donc les jeunes sur la pirogue qui parlent, on est un peu dans le temps du flux de la parole et du flux du fleuve.
Et puis après, on change de registre et en fait, on change continuellement de registre et on est complètement désorienté, dérouté, c'est-à-dire que c'est comme dans un puzzle où on commence à mettre quelques pièces qui ne font pas forcément une image. Mais d'une certaine façon, ce que tu montres, c'est une histoire qui est compliquée et qui ne peut qu'être une construction continuelle. Oui, en tout cas, qui n'est pas donné, il n'y a pas de sens donné. C'est, comme je disais, avec le bouillonnement ou avec le cimetière allemand. Moi, j'avais été plusieurs fois à cet endroit, je l'avais jamais vu. Et puis, enfin voilà, c'est toutes ces choses qu'un regard non exercé ne voit pas, en fait, alors que des traces qui sont là, qui sont évidentes à tous et à toutes. Voilà, c'est pas une histoire fluide, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas une continuité. Il y a des brisures aussi dans cette histoire, notamment avec le travail forcé qui est venu complètement, pendant la colonisation allemande et française, couper des savoirs et la transmission de savoirs, puisque les gens étaient emmenés soit à construire la piste, soit dans l'exploitation, le transport à pied du caoutchouc. Et donc cette piste, elle fonctionne comme une cicatrice de la colonisation qui reste et qui est, bon, évidemment, qui est pratiquée, d'ailleurs qui continue d'être utilisée pour l'exploitation forestière, qui est quand même, il faut le dire aussi, dominée par des sociétés étrangères et par des sociétés camerounaises. Ouais. Tout ce qu'on dit sur le quand même, militaire. Non, ben peut-être ça. Bah, même Didier, à quoi t'as loin? Non, non. Briquette. Donc, l'Allemagne, on a ça. Briquette, bah, on dit bien. Maintenant, ben français. Fallait que ben cab. Et cab maintenant, ben bon, me marquer. Ben bon, les sabots. Comme le gouvernement donne mon cab mou. Nya, ça le mou. Voilà. Mais ben mal le coup même mangoko mak. Ben guna et sabotin. Voilà. Ne ko ba dis bon bo jeme no. Bien to abela mangoko da abela mal le coup da. Bon bien, ça mena quoi na koko na lena. Dia ka ba ka. Ya dio mais bena be ça nous me voir dia. Bena me voir. Donc pour que ni Benale et mercure et diamant et gel. Et aussi et or. La gelbo. Et si abazo ba yo ya to pas la sibisa agu. Ils y voient. Bito ke wakana ya mu bota diwa. Comme vêtement. On a goûté na ka pe na wala. Vous devez câble te voyez mais Ya igwe bo. Non mais me voir wa ki c'est be na wa. c'est vrai. Avant aussi, ambassadeur allemand. On a dit j'ai visité tout le temps. Vraiment. Bon, ambassadeur d'Ouzi Yaoundé. C'est comme le roman ambassadeur allemand. Pour venir faire quoi? Il fait vrai mu bota. Les sites. Et challenge. Du moment où on a besoin de beau d'aller, il y a quasi. Nyakaje. Mais il y a besoin de non. Tu vas ça. Et c'est depuis ce temps-là qu'on ne nettoie plus l'axe par la voiture parce que le véhicule venait se connaître. Bah, quand on nettoie, bah, même mère, on a des guisés propre. Tu vois, il y avait sur une plaque là-bas. Pourquoi? Il négligeait passer parce qu'il y a un donc, il y a un moubot. Mais bien sûr, il y a une belle cas, c'est pour nous. C'est pour nous. Donc, ici, non. C'est normal. Et c'est bien bon. Non. Alors, on a une belle cas. Les bénateurs qui ont la ligue, on doit les récupérer. C'est normal. Avec tes films, il y a beaucoup de dualismes qui sont mis à mal. Et parmi eux, il y a les vainqueurs et les vaincus de l'histoire. Et donc, est-ce que toi, tu donnes avec tes films la parole à ce qu'on appelle, sous l'influence comme ça de Benjamin, les vaincus de l'histoire?
Alors oui, c'est vrai que j'aime pas trop cette formulation d'histoire des... En l'occurrence, ici, déjà, ce serait dire que l'histoire est finie d'une certaine sorte et qu'il y aurait des... voilà, donc pour moi, c'est compliqué. Et surtout, donc si on parle de vainqueurs et de vaincus, donc c'est plutôt guerriers en termes de guerre. Pour l'instant, si je parle juste en termes de guerre, les derniers qui ont gagné quelque chose sont les indépendantistes qui ont gagné l'indépendance du Cameroun, au prix d'énormes pertes humaines. Et puis, bien sûr, la colonisation ne s'est pas arrêtée au moment de décolonisation. C'est pas un concept ou c'est pas un terme qui est adapté, ça sert à rien là, de parler d'histoire des vaincus, qui est vaincu. On peut parler en termes de domination, d'exploitation, qui profite des ressources, alors là il y a beaucoup à dire en termes plutôt de pouvoir et de domination. Oui. Et l'autre dualité peut-être qui est c'est toujours cette dualité un peu oral-écrit qui là aussi est plus complexe pour moi, puisque il y a toujours des formes d'inscription. C'est ça qui m'intéresse. C'est un peu les extensions possibles de l'inscription ou les extensions de l'écriture qui peuvent être une écriture dans un geste, qui peuvent être une écriture dans un paysage, dans un récit, dans un objet. Donc oral-écrit, c'est trop pauvre comme dualiste pour décrire la complexité des choses. Et puis là encore, peut-être ça rejoue une opposition primitiviste, au fond. Un peu primitiviste, oui, bien sûr. Après la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, d'un côté, donc, on a vu Kojève comme ça avec l'archivisation du monde. Et puis il y avait un incroyable renouveau du retour à l'oralité, grâce à la technique, qui devait précisément mettre fin à l'écriture qui était considérée comme un instrument de domination. Et donc, du coup, l'oralité était considérée comme l'outil de l'émancipation. Alors, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, hein, et c'est ce que tu montres dans ton travail. Alors, certaines théories sur le Mokele Mbembe ont avancé, qu'il pourrait s'agir d'une espèce géante. Mais enfin, il faudrait vraiment une tortue immense, de 4, 5, 6 mètres de long. Mais ça a été l'une des hypothèses qui a été émise pour les gens qui défendent plutôt l'hypothèse reptile, avec effectivement un cou qui serait assez long. Pourquoi pas une corne aussi, mais ce serait, en ce qui me concerne, je n'y crois pas du tout. Bon, je demande, ça c'est le dessin ou bien c'est la photo? C'est un dessin, ça, monsieur, on n'a pas de photo. Ça, on a dessiné seulement. Voilà, c'est moi qui ai dessiné. Voilà. On a dessiné, on fait des dessins et on montre aux personnes dans tous les villages, voilà, s'il y avait un animal de ce type-là dans la Bumba. Ce ne sont pas des photos, ce sont seulement des dessins. Comment vous pouvez dessiner quelque chose que vous n'avez pas encore vu? D'après les témoins. Quand on parcourt la forêt depuis plusieurs années, on a des témoins, des gens qui nous disent « on a vu cet animal ». Par exemple, vous voyez, là, on a un témoin qui nous a dessiné même cet animal, vous voyez? Voilà. Donc, d'après des représentations comme ça qui peuvent être faites par vous, par madame, on en arrive à faire des représentations plus géologiques, disons, plus géologiquement parlantes. L'enquêteur qui devient lui-même un formateur, qui, au lieu de chercher des informations, il en donne et il participe à la construction de l'objet imaginaire. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la recherche elle-même vient alimenter la présence, l'existence et le récit sur l'existence, la mythologie. C'est aussi une forme de mythologie, de récit vivant qui s'enrichit au fur et à mesure et qui est plastique aussi. Ça vient enrichir, par exemple, quand il y avait des Américains qui sont venus aussi chercher le Mokele Mbembe, et comme les Américains parlaient des dinosaures,
les pêcheurs, les habitants locaux, maintenant aussi parlent du Mokele-mbé en tant que dinosaure, puisque les Américains sont venus chercher le dinosaure. Donc c'est aussi quelque chose de très vivant, de très... Enfin, ce qui m'intéressait en premier, c'était la recherche, l'enquêteur, le fait que Michel Ballot, cet homme français qui va avec obstination chercher, qui est convaincu de l'existence du Mokele-mbé, donc qui serait une espèce de grand animal qui habiterait les rivières du Cameroun, de la Centrafrique. Et donc lui, d'abord c'est sa croyance qui me fascine. Mais une des choses qui est intéressante par ricochet, c'est que l'objet de sa recherche n'est pas une espèce de pur objet du passé ou un pur. Enfin, il n'y a pas de pureté. C'est très impur. Ça se modifie, ça change. Et comme tu l'as dit, lui-même vient alimenter la croyance dans le Mokele-mbé. Donc il n'y a pas d'origine en fait. C'est un processus continuel de transformation, d'évolution, de fabrication. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné il y a eu un animal réel. Ça n'empêche pas qu'il y ait eu des choses dans le monde réel qui puisse suggérer une origine au premier récit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, depuis très longtemps, est devenu très, très mouvant. Et donc, c'est une enquête, c'est-à-dire que, voilà, on sait qu'il y a un fil, mais là encore, cette enquête, on ne mène nulle part. Non, alors vraiment aussi, géographiquement, on tourne en rond. Hein. On tourne complètement en rond. Et une partie des témoins qu'on voit, ce sont aussi des témoins qui témoignent depuis de nombreuses années pour lui. Donc, mais c'est une part de la méthode cryptozoologique de Michel, c'est-à-dire de retourner voir les mêmes personnes et de leur demander de répéter le récit, de répéter pour voir les variations dans les témoignages. Bon, bien sûr, il y a des rencontres, de nouvelles rencontres à chaque fois. Comme là, ce qu'on voyait avec les Baka, oui. C'est la première fois alors que tu t'étais trouvé dans cette région de l'Escam. Oui, moi j'y allais pour filmer Michel. Enfin, c'est vraiment à la cryptozoologie que je m'intéressais, donc comme voilà, un domaine comme ça qui manie une rigueur, une méthode, un régime de vérité et l'imaginaire et le fantastique. Et donc, il se trouvait que j'ai rencontré le travail de Michel. Il se trouvait que Michel allait au Cameroun, donc je l'ai suivi au Cameroun par hasard. Enfin, ça aurait pu être n'importe où ailleurs, sauf que ce n'est pas n'importe où ailleurs et que, évidemment, l'histoire d'un Français au Cameroun, c'est aussi toute une présence et un rappel historique qui est absolument pas neutre et qui affleure tout au long du film. Il ne faut pas négliger ce type de site parce que même si les activités que j'ai sont surtout proches des grandes rivières, comme la Sangha, le Dja ou la Bumba, il faut quand même rester à l'intérieur des terres, surtout dans ces zones très inondables qui forment de très grands marais, quoi. Alors, les premières années où je suis venu ici, dans la région, c'est vrai que je me disais, finalement, toutes les conditions sont faites pour qu'une grande espèce animale puisse vivre dans cette zone, et puis en pensant que je verrais rapidement cette espèce. Et puis on se trompe. C'est comme voir les éléphants. Ici, c'est un secteur à éléphants. Il y a une concentration d'éléphants de forêt énorme. Mais voir un éléphant est très difficile. Donc déjà, les animaux connus, on les voit très difficilement. Par exemple, ici, c'est une zone où il y a beaucoup de sitatunga, qui sont des très grandes antilopes de forêt, qui viennent souvent boire. C'est très difficile de voir des sitatunga, des bongos aussi.
Donc, et les éléphants encore plus. Et pourtant, ils sont très nombreux ici. Alors, comme au début, quand je suis arrivé dans cette zone il y a quelques années, je pensais voir des éléphants tous les jours. Finalement, en plusieurs années, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de voir quelques éléphants. Donc, voir un animal qui vit dans l'eau, qui passe de rivière en rivière, dans des grandes rivières, qui peut vivre dans des marécages comme celui-ci, c'est vrai, relève de la chance. C'est la rencontre que tu espères toute ta vie, quoi. Quelque chose de très bref, mais de très intense. L'histoire n'étant pas le sujet du film, il y avait après une forme d'insatisfaction aussi, qui me restait, et de l'impression d'avoir d'être passé à côté de quelque chose de très important, que le Mokele Mbembe nous fait passer à côté de quelque chose de très important. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches un peu plus approfondies sur l'histoire de cette zone forestière très, très isolée dans le sud-est du Cameroun, à la frontière avec le Congo, pas très loin de la Centrafrique. Et c'est en faisant ces recherches donc, que j'ai découvert l'historienne camerounaise Lucie Zouya-Mingbang, et donc ce qu'elle raconte de cette présence coloniale à cet endroit précis de l'histoire de la piste, voilà, tous ces éléments-là, je les ai découverts à ce moment-là, et où je me suis dit, bon là, il faut... Donc en fait, cette piste que moi, je prenais tout le temps avec Michel pour ses recherches... le bac, et puis rien que la forêt, en fait. Moi, dans l'hypothèse du Mokele Mbembe, la forêt, c'est l'abri du Mokele Mbembe. Après, ça devient pour moi, ça devient autre chose, et ça devient aussi l'endroit, la source, la raison d'une exploitation économique qui est longue. Donc j'avais envie aussi de revenir, revoir une partie des gens que j'avais vus ou d'autres, en tout cas de retourner exactement au même endroit, et c'est tourner exactement, au même endroit, ou alors à 50 km près ou 20 km près, même pas, et ne plus m'intéresser au Mokele Mbembe, mais de poser d'autres questions en fait sur les souvenirs, les souvenirs qui concernent l'économie, le travail forcé à cet endroit-là. Et ce qui a donné donc le film d'après, sans quoi, je n'avais pas vraiment de raison d'arriver dans cet endroit. Cette région-là. Oui. Et finalement, toi, en tant qu'artiste, et peut-être nous, en tant qu'historiens ou historiennes, l'enjeu aujourd'hui, il est commun, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme si on avait ce qui constitue un peu, si tu veux, ce dont beaucoup de gens se lamentent, c'est-à-dire qu'on n'a plus de récits dominants, etc., c'est plutôt un don, parce que précisément on appartient à la grande époque du doute où tous les récits sont intéressants pour faire une autre histoire qui précisément est infinie, et qui plutôt donc d'être close, comme Kojève l'avait prédit et l'avait pratiqué. Au moins, aujourd'hui, on libérait des grands récits et des grandes certitudes. On est dans la multitude de récits et de cet éclatement que tu montres, en fait. Et au niveau de notre écoute, parce que ces récits ont toujours existé. C'est nous qui ne les entendions pas, en fait. Nous, en Europe, mais à d'autres endroits, on les tenait, on les écoutait, ils avaient de l'importance. Donc c'est notre écoute, en fait, qui a changé. Mais c'est tout à fait juste, parce que précisément, la raison pour laquelle, je pense, des historiens s'intéressent aujourd'hui aux artistes, et les artistes aux historiens aussi, de façon très, très aiguë depuis quelques années, c'est aussi parce que, précisément, ces disciplines, ces sciences humaines, elles ont appris à être attentives à d'autres types de savoirs qui sont au-delà du savoir normatif de notre académie, de nos institutions. Et c'est ça aussi qui constitue, je pense, une raison pour laquelle aujourd'hui on est en train de discuter ensemble des objets qui nous intéressent à partir des points de vue en commun, mais à partir de
points de vue différents et avec des pratiques différentes. Oui, et puis pour rebondir sur Kojève et cette idée de totalité, même si, qu'il y ait une totalité ou qu'il n'y en ait pas, en tout cas, peut-être que la chose qu'on a comprise, c'est qu'on n'y aurait pas accès à cette totalité et qu'on serait dans la restitution de petits bouts, enfin, surtout pour les artistes, je ne sais pas, on peut parler pour les historiens et les historiennes, mais en tout cas, les artistes n'ont peut-être, mis à part dans des grands projets, des grandes œuvres, des Gesamtkunstwerk, mais cette idée de la totalité, elle est déjà passée depuis très très longtemps. Oui, oui, même si elle a constitué un rêve quand même de façon soutenue tout au long de la modernité, mais peut-être aujourd'hui, oui, je ne sais pas. Oui, ou alors sous d'autres formes, c'est-à-dire polyphonique, c'est-à-dire que la totalité est constituée d'une multitude de points de vue, d'une multitude de perspectives et d'une multitude de positions et de situations. Oui. Là, c'est clair. Oui, après, je pique un peu ma... Alors, il est où ta forêt, ici? Eh bien, c'est là. Hein.